Le neurofeedback Kesako. Une des devises des Shadok, la plus grave maladie du cerveau, c'est de réfléchir, peut donner à sourire, mais également nous donner un petit peu de réflexion à propos de ce sujet. Pendant cette présentation, nous allons donc voir l'histoire du neurofeedback et revenir sur les découvertes. On parlera également des aspects et des approches du neurofeedback. On abordera donc la méthode neurooptimale et ses champs d'application. Alors, je m'appelle Aurélie Aigretot, je suis formée au neurofeedback dynamique, méthode neurooptimale par l'Institut Zingar au Canada. Je consulte au cabinet Neurosources à Genève, à Chêne-Bougerie. Je suis également en formation continue en yoga thérapie, qui est une méthode d'utilisation du yoga en tant qu'outil thérapeutique pour des personnes qui sont en souffrance physique ou mentale. Et puis également, je suis une formation de RMTI, qui est une méthode sur les mouvements rythmiques qui permettent de faciliter l'intégration des réflexes archaïques. Alors pour moi, ces trois formations représentent quelque chose d'essentiel dans la triangulaire, puisque les trois se recoupent essentiellement au niveau neurologique. On verra un petit peu plus tard que le yoga et la méditation sont essentiels dans tout ce qui est connexion synaptique et neuronale. Également dans les mouvements rythmiques pour l'intégration des réflexes archaïques, on parle beaucoup également des connexions neuronales et de leur rôle et de comment en fait on peut essayer de paramétrer le tout pour évoluer de la meilleure manière possible. Voilà, donc pour moi, ces deux formations qui sont beaucoup plus physiques que le neurofeedback dynamique sont pourtant vraiment en corrélation avec ma conviction pour le neurofeedback dynamique. Alors, le neurofeedback est un type de biofeedback. Le biofeedback cible le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est tout ce qui touche à la respiration, le rythme cardiaque, la température, la pression sanguine, les tensions musculaires. Là où le neurofeedback cible le système nerveux central, plus précisément le cerveau. On peut différencier deux types de neurofeedback. Le neurofeedback dynamique, qui est la méthode passive, telle la méthode neurooptimale, et puis le neurofeedback classique, qui est une méthode active. Alors, dans la méthode active, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes devant un écran d'ordinateur avec un logiciel qui analyse votre activité électrique cérébrale, tout comme le neurofeedback dynamique. On appelle méthode active pour la simple et bonne raison que l'on fait des exercices pour trouver en fait une stratégie pour contrôler les différents types d'ondes cérébrales afin de réguler le cerveau. Dans la méthode passive, on est toujours devant un ordinateur, on ne fait pas d'exercice. Par contre, c'est pour ça qu'on l'appelle la méthode passive, on écoute une musique ou on regarde un film, et en fait, on laisse libre arbitre au cerveau de s'auto-réguler. Voilà, c'est là la principale différence entre les deux neurofeedbacks, entre le neurooptimal et le neurofeedback classique. Le neurofeedback dynamique, c'est une méthode d'entraînement cérébral qui permet d'optimiser les capacités de chacun par le principe de rétroaction, le principe donc de régulation. On sait maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années que le cerveau donc est plastique. On parle aujourd'hui de neuroplasticité et de neurogénèse. Alors il faut bien différencier les deux. La neuroplasticité, c'est donc la capacité à créer de nouvelles connexions synaptiques, et la neurogénèse, c'est la capacité à créer de nouveaux neurones. Donc la neurogénèse, il semblerait, d'après certaines études, qu'elle ne se crée uniquement que dans l'aire du cerveau qui est l'hippocampe. Alors on n'est pas à l'abri en neurosciences, étant donné l'évolution des choses assez rapide, et puis il y a beaucoup d'études qui sont basées aux États-Unis, dans les pays anglophones également, et donc très souvent les études prennent du temps pour arriver déjà dans les pays francophones en étant traduits. Donc on n'est pas à l'abri en fait d'avoir des études qui vont sortir prochainement où il sera
peut-être indiquer que les connexions, la création pardon, de neurones, donc la neurogénèse, peut être faite dans toutes les parties, toutes les aires du cerveau. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on sait très clairement que c'est certain, elle se crée au niveau de l'hippocampe. Alors, le cerveau humain possède de nombreuses qualités et de merveilleuses qualités, notamment celle de s'autoréguler, et c'est le principe de base du neurofeedback. Alors, pour comprendre le neurofeedback, il faut revenir un petit peu en arrière et donc parler de l'histoire du neurofeedback. Donc là, on remonte environ un peu plus de 100 ans en arrière. En 1875, on a un médecin britannique, Richard Caton, qui lui a établi la relation entre l'activité électrique et l'activité mentale. Ce qui revient finalement à dire que ce que l'on fait ou ce que l'on pense a une interaction sur notre activité électrique cérébrale. C'est ce qu'aujourd'hui on appellerait la méditation, la visualisation, la sophrologie, tous ces outils par lesquels on permet en fait de changer sa manière de penser. Et donc ici, il y a clairement une relation qui a été établie que l'activité électrique cérébrale était influencée par l'activité mentale. Donc ça, c'était en 1875. Ensuite, on a eu un neuropsychiatre allemand, Heinz Berger, en 1929, qui lui a établi le premier électroencéphalogramme, qui est donc l'outil qui permet de mesurer l'activité électrique cérébrale. Plus tard, on aura Joseph Camilla, professeur d'université en 1958, qui confirmera la capacité de contrôler ses propres ondes cérébrales. Donc, il avait fait une étude, un protocole avec ses étudiants où voilà, il leur demandait de trouver des stratégies pour contrôler certaines ondes. Et donc, ça, ce sont les prémices aussi du neurofeedback. En 1968, on a Barry Sternman qui, lui, est le précurseur vraiment du neurofeedback, puisqu'il a fait une étude sur des chats pour les entraîner sur le rythme SMR, le rythme sensorimoteur. C'est le rythme du chat lorsqu'il est en train de guetter sa proie. Donc on peut voir le chat en position dos rond, un peu aplati sur le sol, en train de guetter, très concentré, très focalisé, et pourtant très alerte au niveau des signaux qu'il peut y avoir à l'extérieur. Donc ce rythme SMR, c'est le rythme pour lequel Barry Sternman a entraîné des chats à trouver une stratégie justement pour avoir ce rythme-là vraiment régulièrement. Et puis, à cette même époque, il a été contacté donc, par la NASA qui avait des problèmes avec leurs employés exposés à un combustible, l'hydrazine, et qui avaient beaucoup de crises d'épilepsie. Donc à cette époque-là, Barry Sternman a fait un protocole avec des chats et il les a exposés donc à l'hydrazine par la respiration, par des injections. Et sur les 50 chats qui étaient donc dans ce protocole d'étude, de nombreux chats en fait ont eu des crises d'épilepsie, ont très mal réagi en fait à l'exposition à l'hydrazine, ont donc eu des convulsions, crises d'épilepsie et puis également des décès. Et dans cette étude, il y avait quand même 10 chats qui résistaient très très bien au gaz, au combustible hydrazine. Et qui ne sont pas morts et qui n'ont vraiment pas eu de tels symptômes. Donc par la suite, il a creusé un petit peu pour savoir ce qu'il en était de ces chats et dans ces dossiers, il s'est rendu compte en fait que ces 10 chats avaient été dans le protocole précédent qui était sur l'entraînement du rythme SMR, donc le rythme sensorimoteur, et que donc du fait que ces chats avaient été entraînés à contrôler leur onde SMR, elles avaient mieux réagi en fait à l'exposition à l'hydrazine et donc n'avaient pas eu de crise d'épilepsie ou de convulsion. Donc là, c'était déjà une première clé et puis il fallait donc valider ça par une étude vraiment sur des humains. Donc pendant 3 ans, il a fait un protocole d'étude avec des personnes et notamment son premier cobaye a été sa secrétaire qui était justement victime de crise d'épilepsie. Et donc, il a pu valider la première application médicale du neurofeedback pour le traitement de l'épilepsie, donc en 1971. Voilà, par la suite, dans les années 70-80, on a eu l'apparition des premières bases de données normatives.
Alors, qu'est-ce que les bases de données normatives? Ce sont des statistiques finalement qui permettent de comparer des signaux cérébraux d'un individu à l'autre afin d'établir un lien entre signaux cérébraux particuliers et symptômes divers. Alors, ces bases normatives, elles sont basées sur à peu près 600 personnes d'un âge entre 2 et 80 ans qui sont en bonne santé générale, qui n'ont pas de problèmes particuliers ou de pathologies particulières psychologiques, qui ne prennent pas de traitement médicamenteux. Donc voilà, en règle générale, qui sont des personnes dites normales. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, on prend des statistiques, on fait une moyenne sur leur activité électrique cérébrale afin de pouvoir comparer d'autres individus avec cette moyenne. Alors, ces bases de données normatives servent énormément et servent d'ailleurs toujours pour le neurofeedback classique, donc la méthode active où on fait des exercices et en fait on compare l'activité électrique de la personne avec la moyenne d'activité électrique cérébrale de la base de données. En neurofeedback dynamique, donc neurooptimal, on utilise uniquement et essentiellement votre propre activité cérébrale et on laisse libre arbitre au cerveau de pouvoir s'auto-réguler. Voilà. On ne compare pas finalement à une autre activité ou à une autre moyenne. On ne fait pas des statistiques. Ensuite, en 1989 et 1991, on a eu Eugène Penniston et Paul Krupowski, qui sont tous deux chercheurs scientifiques en biochimie et pharmacologie, qui ont développé en fait avec succès deux protocoles sur des anciens vétérans de la guerre du Vietnam. Le premier groupe était des anciens vétérans avec un trouble du syndrome post-traumatique et le deuxième groupe, la deuxième étude était des vétérans aussi avec un trouble post-traumatique mais avec également une addiction à l'alcool. Et donc ces deux études ont été validées avec succès pour les bénéfices et les bienfaits du neurofeedback. Alors, qui exerce le neurofeedback? Aujourd'hui, dans le monde entier, les applications du neurofeedback thérapeutique sont multiples et ses modalités de mise en œuvre sont très diverses également. Donc, cela va du médecin, du neurologue, du psychiatre, expert en neurofeedback qui utilise en fait des systèmes complexes de neurofeedback classique ou 3D pour traiter finalement des symptômes spécifiques. Et puis, on peut avoir également des thérapeutes ou des particuliers qui utilisent les systèmes largement automatisés. Donc, dans les thérapeutes, on peut avoir des psychothérapeutes, des neurothérapeutes ou des praticiens de neurofeedback, donc formés typiquement au neurofeedback, des kinésithérapeutes qui travaillent également sur le système vestibulaire et qui donc a un grand intérêt avec les connexions neuronales, des kinésiologues ou bien des naturopathes qui ont visiblement intégré le fait que les deux cerveaux sont liés et qu'il y a un intérêt en fait à travailler sur les deux cerveaux simultanément pour avoir de meilleurs résultats. On peut également, comme je vous le disais, avoir des particuliers, donc des parents d'enfants porteurs d'handicap moteur ou mental, des conjoints ou des familles de souffrant d'une maladie neurodégénérative, ou bien des personnes souhaitant tout simplement optimiser leur fonction cérébrale ou travailler certaines problématiques. Alors on peut avoir des personnes professionnelles très actives dont l'agenda est très chargé, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour une meilleure organisation, meilleure gestion du stress. Ça peut être également des politiciens, ça peut être également des artistes pour développer un petit peu plus le côté créatif. Cela peut être également des personnes qui ont des phobies ou des problématiques, ou bien des personnes comme vous et moi, lambda, qui souhaitent tout simplement avoir une meilleure gestion de leur stress ou de leur temps, ou par rapport à de l'événementiel, pouvoir mettre en place, développer des choses dans leur activité professionnelle ou dans leur vie personnelle. Alors, l'approche neurooptimale, cette méthode a été conçue et réalisée par le docteur Val Brown et sa femme
Sue Brown, qui sont tous deux en fait psychologues cliniciens et qui, après de longues années d'expérience dans le domaine du neurofeedback et de neurosciences, ont pu développer ce logiciel. Alors, ils ont tiré parti des théories physiques et mathématiques récentes. On a parmi elles la dynamique non linéaire, les attracteurs et les bifurcations, la criticalité auto-organisée, tout ce qui est lié au fractal, aux ondelettes pour le traitement du signal. Et finalement, c'est en exploitant toutes ces données obtenues avec les autres outils de neurofeedback et en mélangeant et en mariant certaines différentes méthodes basées sur la rétroaction cérébrale qu'ils ont élaboré par étapes successives cette méthode de neurofeedback qu'ils veulent avant tout efficace et sans danger. Alors, ils ont mis au point un système qui soit au plus proche de la personne, un système qui se veut non invasif et non normatif, comme on le voyait un petit peu précédemment, permettant finalement au cerveau de se réguler dans son ordre de priorité. Et puis, ils ont voulu mettre une méthode en place qui puisse se pratiquer de manière simple et qui reste accessible à tous. Alors, l'activité de notre cerveau, par rapport au principe de rétroaction cérébrale, l'activité de notre cerveau est réalisée grâce aux neurones. Alors, on a les neurones excitateurs qui ont pour but d'initier l'activation neuronale, et on a également les neurones inhibiteurs qui servent à freiner l'activité des neurones excitateurs. Et le système nerveux fonctionne mieux lorsqu'il existe un certain équilibre, une homéostasie entre ces deux catégories de neurones. Alors, il arrive que cet équilibre soit perturbé, provoquant des troubles, des inconforts handicapants dans notre conscience. Donc ça, c'est le cas de tout ce qui est événements que l'on peut avoir au cours d'une vie. Il y a énormément d'événements qui puissent venir provoquer une perturbation finalement dans notre conscience. Voilà, alors avant d'aller plus loin dans l'explication du neurofeedback, j'aimerais faire un petit point sur le vocabulaire. Alors, on parle beaucoup d'activité électrique cérébrale et on va parler des ondes cérébrales également. Donc, dans les différentes zones du cerveau, l'influx nerveux fonctionne en relative cohérence et de façon rythmique, un petit peu comme le rythme cardiaque. Les neurones s'activent ensemble, plus ou moins, et puis c'est comme une pulsation vraiment. Ça se calme ou ça s'active de nouveau. Grâce à ces petites électrodes qu'on place sur le cuir chevelu et qui sont reliées à un appareil appelé encéphalographe, EEG, le rythme de ces pulsations en fait peut se traduire en ondes. Et donc nous pouvons donc mesurer finalement ces ondes-là. L'intensité de l'activité cérébrale, elle se manifeste par la fréquence de ces ondes. Alors on les calcule en Hertz et 1 Hertz égale une ondulation par seconde. Lorsqu'on a un EEG plat, c'est qu'il n'y a pas d'activité cérébrale. Et puis, on peut distinguer donc dans les ondes cérébrales 5 différents types d'ondes qui sont, les appellations viennent du grec ancien. Donc, nous avons les ondes delta, les ondes θ, les ondes alpha, bêta et gamma. Alors, les ondes delta, ce sont les ondes qui sont dans une fréquence entre 0,2 et 4 Hz. Ce sont les ondes du sommeil profond sans rêve. Ce sont des ondes qui sont aussi connues comme étant celles de la restauration et de la guérison. Elles sont présentes donc vraiment lors du sommeil profond sans rêve, en état d'inconscience complète, et lorsque le corps s'auto-répare et régule son horloge interne. Donc elles ont été montrées comme impliquées dans les fonctions inconscientes du corps, comme la régulation du rythme cardiaque par exemple. Ce sont les ondes les plus lentes au niveau cérébral. On les retrouve plus souvent chez les bébés et chez les jeunes enfants. Et puis en grandissant, on se rend compte qu'il y a une tendance en fait à une diminution de la production de delta. Cela dit même pendant le sommeil profond sans rêve. Alors ces ondes-là peuvent être caractéristiques de certaines lésions cérébrales, notamment les traumatismes crâniens. Et puis on a constaté également que lorsqu'on a une production adéquate d'ondes delta, finalement, on se sent complètement régénéré au réveil après une bonne nuit de sommeil. En cas d'activité delta anormale, on peut rencontrer des dysfonctions d'apprentissage et des difficultés à maintenir un état de conscience focalisé, comme dans le cas de traumatismes cérébraux. Alors nous voilà aux ondes θ, qui sont les ondes de fréquence entre 4 et 8 Hz.
Ce sont les ondes de la relaxation profonde en plein éveil. Donc on les retrouve dans le sommeil léger et le sommeil paradoxal, l'état des REM, donc des Rhythm Eyes Movement, mouvement des yeux rythmés. C'est également dans le rêve éveillé et la relaxation extrême profonde. Alors, ces ondes-là, on les retrouve dans l'état hypnagogique. Cet état hypnagogique, c'est l'état de suggestion que l'on a lorsqu'on est en état d'hypnose, par exemple. Alors, c'est la voie vraiment vers la programmation de l'esprit, les ondes θ. C'est l'apprentissage et la mémoire, c'est l'expérimentation de sensations, de profondes et pures émotions. Ce sont les sens coupés de l'extérieur et focalisés vraiment vers ce qui est d'origine interne. Donc on parle d'intuition au-delà de notre perception consciente normale. Elles sont bénéfiques pour aider à augmenter notre intuition, notre créativité et à se sentir plus naturel. Elles sont aussi impliquées dans le sommeil réparateur et la méditation profonde. Alors ce sont aussi des ondes pour lesquelles on a accès aux cauchemars, aux peurs et aux troubles. Alors bien évidemment, ces ondes-là, de manière optimale, nous permettent d'avoir une connexion émotionnelle et une très bonne qualité de créativité. Dès lors qu'on est dans des excès ou des manques, on voit tout de suite que l'on peut arriver dans certains types de problématiques d'inattention, d'impulsivité, d'anxiété. Et maintenant, nous voilà donc aux ondes alpha, qui sont les ondes de la fréquence 8 à 12 Hz et qui comprennent également une variante qui est le rythme SMR, le rythme sensorimoteur, de 13 à 15 Hz. Les ondes alpha sont les ondes de la relaxation légère et de l'éveil calme. Alors elles apparaissent en état de relaxation, naturellement au réveil ou à l'endormissement, et à la fermeture des paupières, c'est-à-dire au moment où on a les yeux fermés. C'est vraiment le pouvoir du ici et maintenant, les ondes alpha. C'est la pleine conscience, le lien entre le conscient et l'inconscient, le lien vraiment entre les ondes θ et les ondes bêta. C'est le mode par défaut, les ondes alpha. C'est ce qui est vraiment très important dans le neurofeedback dynamique. On cherche vraiment à être en mode spontané, donc en mode par défaut. Et ce mode-là, on le retrouve vraiment au niveau des ondes alpha. Alors c'est l'état de base du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire que c'est lorsque le cerveau ne fait rien en fait, le mode par défaut et le mode spontané. Alors les ondes alpha, de manière optimale, elles vous amènent à avoir un état de relaxation. On peut voir également que lorsqu'ils sont en excès ou en manque, on arrive pareil à des problématiques, des difficultés à la focalisation, ou on peut avoir également des troubles obsessionnels du comportement. Voilà, les ondes bêta, c'est la fréquence entre 15 et 30 Hz. Ce sont les ondes des activités courantes, les ondes de l'activation, de l'action, des tâches cognitives, de l'apprentissage, du monde extérieur finalement. Ce sont des ondes cérébrales rapides qui nous permettent donc de réaliser des tâches conscientes, d'avoir une réflexion logique, les pensées critiques, le jugement, l'écriture, la lecture, les interactions, le travail scolaire ou professionnel. Alors, on remarque que, étrangement, les ondes cérébrales passent au bêta pendant les courtes périodes de sommeil avec rêve, qui est dit donc le sommeil paradoxal. C'est un petit peu comme si les activités du rêve étaient des activités courantes finalement. Et ce problème, on le retrouve très bien dans les pathologies ou dans les problématiques d'insomnie, où en fait les bêtas passent en prédominance et la personne sort vraiment de son sommeil et après a beaucoup de mal à retomber et à retrouver le sommeil puisqu'elle est déjà en mode tout de suite tâche cognitive, réflexion, jugement, critique. Alors ces ondes, elles correspondent à l'état mental pleinement éveillé. C'est ce qui fait que voilà, on a ce type d'insomnie parce que finalement, ces ondes-là, dès lors qu'elles sont présentes, on devient vraiment dans l'éveil. C'est donc durant la journée, en règle générale, qu'on les a en prédominance, lorsque l'attention est dirigée sur des tâches cognitives. Elles sont aussi présentes en situation d'alerte. Donc quand on a une attention très engagée envers quelque chose. Et puis elles sont liées finalement au mouvement, donc à tout ce qui est cortex moteur, et donc liées aux contractions musculaires isotoniques, et à l'activité en fait est renforcée si le mouvement est volontairement inhibé. Pardon.
Nous voilà donc maintenant aux ondes gamma, qui sont dans la fréquence entre 31 et 100 Hz. Ce sont des ondes finalement qui déterminent la haute activité intellectuelle. Ce sont des ondes qu'on retrouve vraiment dans les grandes activités cérébrales, comme dans les processus créatifs ou la résolution de problèmes. Donc elles sont impliquées dans les processus de traitement de tâches complexes et le fonctionnement cognitif, la formation des idées, le langage, les processus de la mémoire, tout ce qui est nouveaux apprentissages. Elles sont également importantes pour les processus simultanés de traitement d'informations de différentes aires du cerveau. Alors, on remarque qu'elles sont présentes lorsque le cerveau est au calme. Donc voilà. Et ce sont des ondes très subtiles qui sont reliées au plus haut niveau du traitement de l'information, aux sensations, à la perception et finalement aux hautes valeurs, à l'altruisme, à l'amour universel, à la spiritualité. Alors, certaines de leurs fréquences se situent au-dessus de la fréquence d'activation des neurones, donc leur mécanisme générateur reste encore en grande partie un mystère. Et les rythmes gamma modulent la perception et la conscience. Une plus grande présence de gamma est liée à une conscience étendue et à l'émergence de la spiritualité, comme je le disais. Alors voilà, en résumé, nous avons donc une activité électrique cérébrale qui varie finalement en fonction des activités de la personne, qui varie selon ce que l'on fait ou ce que l'on pense. On revient bien sûr ici aux notions de yoga ou de méditation, de sophrologie, de visualisation, qui aident finalement à équilibrer les ondes cérébrales, tout comme le neurofeedback, qui est une méthode technologique d'entraînement cérébral. Donc tous ces outils en fait permettent de résoudre certains troubles mentaux ou d'améliorer des performances ou des capacités cérébrales de créativité, concentration et de bien-être. Donc d'une manière générale, ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qui change notre perception change nos ondes cérébrales. Et puis les effets des médicaments ou des drogues, ce sont les méthodes finalement les plus communes et les plus connues de modification de fonctions cérébrales. Pour autant, aujourd'hui, on connaît également des outils beaucoup plus sains qui nous permettent de contrôler notre activité cérébrale. Alors, nous allons parler désormais du fonctionnement de Neurooptimal. Alors, lors d'une séance de neurofeedback, le logiciel Neurooptimal analyse en temps réel le signal électrique qui est produit par le cerveau de la personne dans chaque hémisphère cérébral. Alors, le logiciel a une capacité d'analyse de 256 Hz, donc on le voyait tout à l'heure, 1 Hz égale 1 seconde, donc ici 256 fois par seconde. L'analyse se fait donc 256 fois par seconde. Le logiciel surveille en fait chaque bande de fréquence. Il surveille s'il y a une apparition d'une turbulence, c'est-à-dire une variation brutale d'amplitude du signal électrique. Et puis cette augmentation brutale de l'amplitude à une fréquence donnée signifie qu'un nombre croissant de neurones est soudainement en fait recruté pour laisser passer un courant électrique, donc l'influx nerveux, de façon répétée et à cette fréquence. Alors, lorsqu'il y a la naissance d'une turbulence, lorsque la turbulence est détectée par le logiciel Neurooptimal interrompt brièvement le son de la musique ou du film visionné pendant la séance. Et finalement, c'est cette micro-coupure qui déclenche dans le cerveau de la personne la réponse d'orientation. On va voir un petit peu juste après ce qu'est la réponse d'orientation. Et cette réponse d'orientation, elle a pour conséquence finalement d'interrompre immédiatement le développement de la turbulence. Et c'est cette réaction spontanée et inconsciente qui ne nécessite donc aucun effort volontaire de la personne qui va permettre l'autorégulation. Alors d'ailleurs, le plus souvent, la micro-coupure n'est pas audible consciemment. Elle dure pourtant suffisamment longtemps pour être perçue inconsciemment, entre 20 et 200 millisecondes. Pour autant, elle est perceptible par le cerveau non conscient.
Alors, qu'est-ce que la réponse d'orientation? Pour un de nos ancêtres, la réponse d'orientation, ça aurait été le craquement d'une branche, par exemple, s'il était en train de chasser. Ou ça peut être dans le cas de l'antilope et le lion, pareil, hein, un craquement, des bruits de pas, une vibration, hein. Et donc c'est cela la réponse d'orientation. C'est vraiment un mécanisme de survie qui est présent donc chez les animaux et chez les humains également, hein, et qui consiste à orienter immédiatement l'attention vers une source de danger potentiel. Alors pendant la séance de neurofeedback, la variation inattendue, ben, c'est notre micro-coupure de musique ou du film. Alors la réponse d'orientation, elle s'appuie sur l'activation de neurones inhibiteurs, on en parlait un petit peu plus tôt, et ce sont ces neurones qui diminuent, voire qui bloquent la transmission de l'influx nerveux par d'autres neurones. Et l'activité en cours du cerveau qui allait donner naissance à une turbulence est finalement inhibée au profit de l'observation aiguë de l'instant présent. Le cerveau revient à ce qu'il était en train de faire. Alors aujourd'hui, on sait également qu'une connexion neuronale qui est activée régulièrement, elle se renforce. Et inversement, une connexion neuronale qui n'est plus activée ou pas assez activée va finir par s'étioler et disparaître. Alors en résumé, hein, le logiciel NeuroOptimal analyse le signal cérébral et surveille les turbulences dans les bandes de fréquence pour chaque hémisphère cérébral. Lorsqu'il y a donc la naissance d'une turbulence, hein, qui est détectée, le logiciel NeuroOptimal interrompt brièvement le son de la musique ou du film. Et puis c'est cette micro-coupure qui déclenche la réponse d'orientation qui interrompt immédiatement le développement de la turbulence. Alors ceci induit le renforcement de connexions neuronales inhibitrices et l'affaiblissement de connexions neuronales excitatrices impliquées dans les turbulences. Au final, le cerveau de la personne est amené à un fonctionnement plus optimal, donc plus équilibré. Les champs d'application sont très variés pour le neurofeedback dynamique. En fait, tout ce qui touche de près ou de loin au cerveau va pouvoir être amélioré avec des séances de neurooptimale. Il est vrai que lorsque le cerveau est mieux régulé, il fonctionne de manière optimale et donc on a une humeur améliorée, une meilleure organisation, des idées plus claires, une meilleure gestion du temps, un meilleur sommeil, une meilleure mémorisation par exemple. Alors on touche aussi à tout ce qui est problème du système nerveux et donc ça peut et ça a une influence sur les addictions. On l'a vu avec le protocole de Paul Kukowski et Eugène Peniston, mais on le voit également dans les séances sur les addictions pour la cigarette, hein, pour les autres drogues, pour l'habitude à ronger ses ongles par exemple, ou au niveau des tics nerveux ou des troubles du comportement également. On a de très bons résultats aussi pour tout ce qui est troubles ou pathologies d'ordre psychosomatique, donc tout ce qui est lié anorexie, boulimie, la relation avec le corps et l'esprit. Hein. Tout ce qui est d'ordre eczéma, psoriasis, même si cela peut être aussi lié aux intestins, on verra un petit peu plus tard comment les deux cerveaux peuvent justement se transmettre de meilleures informations dès lors qu'on régule aussi bien au niveau du cerveau 1 que du cerveau 2. Donc voilà, on peut aider également avec des gros traumatismes, des lésions cérébrales, donc qui peut avoir induit des retards moteurs ou des troubles neuropsychiques. Donc voilà, ça permet également, par exemple, lorsqu'on a une anesthésie du corps calleux, de permettre d'établir des connexions entre les deux hémisphères. Donc on l'a vu un petit peu plus tôt avec les études de Barry Sterman, donc ça a été la première application du neurofeedback, donc ça peut aider énormément au niveau des épilepsies et des convulsions, et puis également tout ce qui est prise de conscience, problèmes émotionnels, donc voilà, ça inclut les deuils, les pertes, les séparations, les phobies, voilà, on a beaucoup de champs d'application. Voilà, donc comment se déroule une séance. On vient en cabinet, on s'installe sur une chaise confortablement. On a un moniteur où on va pouvoir écouter une musique ou regarder un film. Il y a donc une tablette que le praticien utilise avec un logiciel
et un encodeur, un amplificateur avec des capteurs que l'on pose sur la tête à des endroits très précis, C3 et C4, qui sont en fait des points ici au niveau du crâne qui permettent de détecter vraiment l'ensemble de l'activité électrique cérébrale. Alors on pourrait, si on posait par exemple les capteurs un petit peu plus au niveau du cortex préfrontal, eh bien on aurait une analyse beaucoup plus importante à ce niveau-là et on aurait beaucoup moins de détection de l'activité cérébrale au niveau des régions occipitales. Donc vraiment cette position des capteurs en C3, C4 nous permet d'avoir de détecter l'activité électrique cérébrale de manière optimale et voilà, vraiment superficielle. Alors, la séance dure 33 minutes 30 pour être exact. Avec la pose des capteurs, on est à peu près à 35 minutes. Et il n'y a aucun diagnostic qui est posé ni avant ni après les séances. En fait, ce que l'on fait, c'est que on vient, on peut avoir une attente particulière, comme ne pas en avoir une, ou avoir une raison particulière, ou ne pas avoir de raison particulière pour faire du neurofeedback. En tout cas, on vient tel qu'on est, avec finalement le traitement médicamenteux qu'on a. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, on prend le temps de discuter avant la séance si la personne en a le besoin ou l'envie. Sinon, on prendra un petit peu de temps à la fin de la séance pour effectivement noter l'état de la personne après la séance, ses émotions, sa manière d'être, comment elle a vécu la séance en elle-même. Donc voilà, donc une séance en règle générale dure approximativement 1 heure. Alors on rappelle bien sûr que le neurofeedback n'est pas un traitement médical, mais c'est plutôt en fait une gymnastique du cerveau. Et donc, effectivement, on peut avoir beaucoup euh, de changements, une évolution, de très bons résultats, des retombées positives sur la santé de la personne qui fait les séances. Pour autant, on ne peut pas arrêter un traitement que l'on prend comme ça du jour au lendemain, tout simplement parce qu'on se sent mieux. Donc, on encourage vraiment les clients à aller voir leur médecin traitant et comme ça, nous, on peut se mettre en lien également avec eux par le biais de lettres qu'on propose aux médecins pour pouvoir en fait se consulter et discuter un petit peu de l'évolution de la personne et voir où on en est au niveau du traitement médicamenteux, voir éventuellement s'il peut y avoir une diminution, enfin établir un sevrage pour certains médicaments, certains traitements. Donc voilà, refaire des analyses sanguines si c'est pour d'autres pathologies. Enfin voilà, il y a tout un programme à suivre vraiment avec le médecin traitant que nous vous encourageons vraiment à faire lorsque vous faites du neurofeedback dynamique. Bien évidemment, ça c'est dans le contexte si vous avez un traitement médicamenteux plutôt exigeant et lourd. Voilà. En ce qui concerne l'évolution, les résultats, la satisfaction, c'est plutôt propre à chacun. Mais cela dit, statistiquement, au niveau des États-Unis et en Europe, il y a un rapport d'un taux de satisfaction de 80%. Voilà, ça signifie quand même qu'il y a 20% de personnes qui ne ressentent pas de bénéfices particuliers après les séances de neurofeedback. Alors il peut y avoir des explications à tout cela, hein. Déjà, une méthode n'est jamais unanime, elle peut convenir à une personne et pas à une autre. Et puis il y a également des contraintes externes. Ça peut être le côté sceptique de l'entourage qui joue, qui a un impact sur la personne. Ce peut être la relation entre le praticien et la personne elle-même. Il n'y a pas de rapport de confiance et donc, bien évidemment, là, la personne est plutôt dans son cerveau reptilien lorsqu'elle fait la séance, en étant en mode défensif. Et donc, on a un amoindrissement finalement de l'efficacité des séances de neurofeedback. Voilà, il peut y avoir quelques micro-influences comme ceci qui peuvent avoir un effet sur le fait que les séances ne sont pas aussi efficaces ou aussi optimales pour certaines personnes. Combien de temps, combien de séances? Alors bon, c'est vraiment propre à chacun, ça, c'est chaque individu est unique, chaque cerveau est unique. On peut comparer l'entraînement cérébral à un entraînement sportif. Voilà, si on fait une fois par mois du yoga, c'est déjà bien.
Si on en fait une fois par semaine, c'est encore mieux. Voilà, en fonction de la régularité et de la fréquence, on verra la progression, l'évolution et les résultats. Alors, je modère quand même ce propos avec les personnes fragiles ou hypersensibles ou également les personnes épileptiques pour lesquelles il faut adapter vraiment au niveau de la fréquence quelque chose de particulier. Alors, on a plutôt une tendance à faire une séance toutes les semaines, voire quelquefois une séance tous les 10 jours pour les personnes qui sont hypersensibles ou épileptiques. Au niveau de la régularité, par contre, voilà, c'est bien de garder ce côté régulier pour permettre en fait au cerveau d'accueillir et d'intégrer les changements et puis bah, de permettre l'évolution des connexions neuronales. Alors, quand on a un résultat positif dans les changements, hein, par exemple, on peut prendre dans les cas d'insomnie, où le sommeil finalement vient à se réguler au bout de quelques séances, eh bien, on conseille de poursuivre de quelques séances au-delà hein, de ce point de satisfaction afin de rendre le résultat durable. C'est ce qu'on appelle la période de consolidation. En règle générale, cette période de consolidation, elle est de 2 à 3 séances et ça nous permet de garantir vraiment que les progrès vont être ensuite définitivement acquis, un petit peu comme quand on apprend à faire du vélo et que finalement 20 ans plus tard, même si on n'a pas fait de vélo, on sait toujours en faire. Voilà, c'est un petit peu dans le même principe. Il y a juste un délai de pérennisation, de consolidation pour permettre la durabilité. Alors, alliance cerveau 1, cerveau 2, il est vrai qu'on en a un petit peu, on a un petit peu évoqué le sujet pendant la présentation, donc là on va y revenir. On peut se rendre compte que la présence de carences nutritionnelles, hein, une intoxication de l'organisme, ça peut être un frein reconnu à l'efficacité du neurofeedback. Donc on conseille de travailler en parallèle très souvent sur le système nerveux entérique, qui est une excellente manière finalement d'optimiser les séances de neurofeedback dynamique. Par ailleurs, on se rend compte que lorsqu'on fait du neurofeedback dynamique, on améliore également sa digestion, tout ce qui est connexion au niveau des intestins et connexions qui vont remonter vers le cerveau. Alors, il faut savoir que dans le cerveau, on a donc des connexions électriques, hein, mais on a également des connexions chimiques. Et dans les intestins, ce sont des connexions chimiques que l'on a. Donc, dès lors que on régule d'un côté, on permet d'aider aussi à réguler au niveau système nerveux entérique. Pour autant, si vous avez une paroi intestinale très poreuse, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les molécules et les particules qui ne sont pas destinées à aller dans la circulation sanguine vont quand même y passer. Et elles vont monter, donc passer dans la voie sanguine et monter au cerveau. Et le cerveau se retrouve finalement avec des molécules qui n'ont rien à faire qui n'ont rien à faire ici et qui attaquent et fragilisent finalement les connexions synaptiques et neuronales. Alors c'est là où après on peut avoir des problèmes de myélinisation et donc quelquefois avec le nerf optimal on va avoir du mal à fixer les changements, l'évolution, on ne va pas comprendre pourquoi en fait on fait des séances puis ça va mieux et puis quelques jours plus tard ça fixe pas. Et très souvent on se rend compte en fait c'est au niveau système nerveux entérique où il y a un problème et il faut aller régler des petits soucis au niveau de la barrière intestinale. Et donc là, on recommande vivement d'aller consulter un médecin en micronutrition ou un naturopathe qui saura très clairement prendre en considération ces données-là et vous aider dans ce domaine. Voilà. Et effectivement, on se rend compte que les personnes qui travaillent sur leur système nerveux entérique, eh bien, on a des résultats plus rapides en termes d'évolution. Quand on fait des séances de nord optimales, les choses bougent très rapidement et fixent très rapidement. Voilà, donc je vous conseille vivement de cette alliance finalement cerveau 1, cerveau 2. Et puis il ne faut pas oublier aussi que on a également un cerveau 3 qui est celui du cœur, hein. Alors on le place en troisième, peut-être que c'est le premier finalement. Donc voilà, je vous invite également à faire tout ce qui est méditation et ouverture du cœur
pour vous aider dans dans cette évolution. Finalement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, et donc on a des outils fabuleux de nos jours qui sont très simples à utiliser, comme la cohérence cardiaque par exemple, pour nous aider finalement à évoluer et à aller mieux. Voilà, alors vous pouvez me retrouver en consultation au cabinet nos ressources à Chêne-Bougerie à Genève, sur rendez-vous uniquement. Je n'ai pas de type particulier de clientèle. Ma clientèle va du nourrisson jusqu'au senior. Je suis particulièrement intéressée dans tout ce qui est troubles de déficience d'attention et l'hyperactivité, également dans tout ce qui est maladies neurodégénératives et tout ce qui touche également à la dépression. Pour autant, ce ne sont pas des critères particuliers pour venir consulter. Voilà, je consulte à tout niveau. Également avec les enfants, donc il est possible pour les séances de venir avec le doudou de l'enfant ou la poupée, et puis ben voilà, on peut montrer à l'enfant comment on va placer les capteurs par rapport à son doudou, par rapport à sa poupée. Voilà, pour essayer de mettre en confiance et de dédramatiser un petit peu ce côté capteur qu'on met sur le crâne. Ça peut être utile aussi pour les enfants avec un syndrome autistique, voilà, pour les mettre à l'aise. On peut prendre aussi plusieurs séances quelquefois pour mettre en confiance un enfant. Voilà, c'est pas un problème. Donc la durée des séances, la première séance dure environ 1h30, puisque justement dans le neurofeedback dynamique, il y a également de l'accompagnement et un suivi. Donc on prend le temps de discuter, si la personne bien sûr en a le besoin ou l'envie. Et puis on fait un petit suivi aussi également après la séance. Voilà. Donc tout cela, ça fait partie de la première séance, vraiment dure un petit peu plus longtemps que les séances suivantes. Les séances suivantes, on est à peu près à 1 heure, sachant que la séance de Neuroptimal dure 33 minutes 30. Et puis ensuite, il y a le temps de pause et dépose des capteurs et le suivi. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés ou celles qui sont intéressées, il y a aussi la possibilité de location de matériel de système personnel Neuroptimal. Alors dans certains cas, dans certaines problématiques, certaines pathologies, ça peut être très arrangeant finalement de ne pas avoir à se déplacer en cabinet. Également pour la régularité ou la fréquence, quelquefois ça peut être compliqué de venir tout le temps en cabinet. Donc voilà, je propose la location. Si cela vous intéresse, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse justement en discuter. En règle générale, on fait quand même quelques séances de neurofeedback en cabinet, mais sinon, on peut faire la formation au cabinet lorsque l'on fait le protocole de location. Voilà, alors cette présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez me contacter directement par mon site internet www.neurosource.com ou bien sur mon email professionnel neurosource@gmail.com. Voilà. Également, si cette vidéo vous a parlé, vous a interpellé, vous a fait penser à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, je vous invite vivement à la partager ou tout du moins à la faire connaître aux personnes qui pourraient en avoir l'utilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, si vous souhaitez être informé de dernières études ou derniers articles en neurosciences, je vous invite à aller liker la page Neurosource sur laquelle je poste régulièrement des articles de neurosciences. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager si cela vous plaît. Merci.